RFI et France 24 présentent Mardi politique. Non, ça se verrait. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Ravi de vous retrouver. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons notre invité Patrick Kanner. Bonsoir à vous. Vous êtes sénateur du Nord et président du groupe socialiste au Sénat. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Après l'opération américaine au Venezuela, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a tweeté « C'est un pas de plus dans la délégitimation des institutions internationales et un feu vert donné à tous les autocrates du monde ». Est-ce que vous pensez que, comme Vladimir Poutine, Donald Trump redessine sa zone d'influence face à, dans le fond, à des Européens bien démunis, même en termes oratoires? La théorie de Monroe, Donald Trump est prêt à tout. L'America First devient l'America Against Everybody. C'est l'Amérique contre tout le monde. En tout cas, tout ce qui ne lui plaît pas, il essaye de prendre le pouvoir par la force. Ce qui s'est passé à Caracas, et je n'ai aucune sympathie pour, bien sûr, Maduro, qui est un tyran, un dictateur illégitime sur le plan électoral, qui a pratiqué des mesures contre les droits de l'homme. Enfin voilà, c'est un sale type, Maduro, quoi. Je le dis comme je le pense. Au moins vous le dites, parce que la France insoumise, visiblement, n'a pas réussi à leur faire dire ce que vous venez de dire. Parce que Maduro, c'est le successeur de Chavez, et Chavez, bon, voilà, donc il y a des liens. Mais c'est un sale type, un type dangereux qui a été écarté. Qu'il soit écarté ne me dérange pas, c'est la méthode. Je veux dire, on ne peut pas bousculer totalement l'état de droit international par un kidnapping d'État. C'est un kidnapping d'État, pour ne pas dire plus. Certains, dans mon groupe ce matin, j'ai eu un groupe socialiste au Sénat, certains parlaient de coup d'État, purement et simplement. C'est pas la première fois que les États-Unis forcent le destin, dans tous les sens du terme, en Amérique du Sud. Moi, mon engagement politique, il date du coup d'État de Pinochet face à Allende en 1973. C'était mon premier grand combat politique. Et à l'époque, c'était Nixon, sauf erreur de ma part, qui avait organisé les choses avec la CIA, les services secrets américains. Donc c'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a une tendance des Américains historiquement à regarder peut-être de trop près ce qui s'y passe. Moi, je crois au changement démocratique dans un État. Je pense que les Vénézuéliens avaient peut-être la force, et d'ailleurs ils l'ont démontré, parce que les résultats électoraux n'étaient pas en faveur de Maduro. Il s'est maintenu au pouvoir contre l'avis de son peuple. Donc il faut faire confiance aux populations, faire confiance aux démocraties. Et aujourd'hui, Donald Trump considère que, en dehors de sa propre opinion, et de la manière de la mettre en œuvre, rien n'est possible. Patrick Kanner, est-ce que la position de la France vous paraît claire après la réaction en 2 temps du président de la République, qui, je le rappelle, s'est d'abord félicité que le Venezuela soit débarrassé, a-t-il dit, de la dictature Maduro, puis le lendemain a expliqué que la France ne soutenait pas la méthode. Oui, alors il y a une question qui a été posée par Olivier Faure, mon premier secrétaire du PS cet après-midi, en question de l'actualité au gouvernement, et la ministre qui lui a répondu lui a dit « mais la position de la France est celle de Jean-Noël Barrot ». Pas très sympathique pour le président de la République. Mais c'est ce qu'elle a répondu, en disant, voilà, la position officielle, c'est celle-là. Et ce matin, on a bien vu le rétroprédalage en Conseil des ministres. Hier matin, oui. Hier matin, oui. Les journées passent vite. Hier matin, donc, rétroprédalage pour dire, non, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Le seul problème, c'est qu'il est président de la République. Il est chef des armées, il est chef de la diplomatie française. Et même si son tweet rédigé par lui ou par quelqu'un de son entourage, enfin son poste X, comme on dit maintenant, a été peut-être trop rapide, mais il est président, donc on ne se désolidarise pas de son ministre qui a porté la voix
je dirais, normale. Alors, est-ce que ça du peut être pays. désolidariser, c'est peut-être un mot un peu fort, je ne sais pas. Est-ce que, dans le fond, ils ne se sont pas partagés les rôles? Et puis, deuxième question, vous me répondrez. Certains disent, dans le fond, Emmanuel Macron ne veut pas froisser Donald Trump. D'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a cette réunion très importante à l'Élysée avec les alliés pour l'Ukraine, avec, pour la première fois, des Américains. Donc, il prend des pincettes avec la Maison-Blanche. Oui, Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce que ça fait partie de... Enfin, ne pas se fâcher avec Trump ne veut pas dire tout laisser passer. Qu'est-ce qui se passe si demain, à partir de la base américaine au Groenland, il y a des opérations militaires de prise de possession par la force des territoires? On en parlera de ça, du Groenland. C'est quand même extraordinaire. On ne peut pas tout laisser passer. Il est président de la République. Certes, nous n'avons pas la puissance de feu et puissance politique, économique des États-Unis, mais tant que Trump n'aura pas d'obstacle, un petit peu comme les maoïstes, quoi, hein, il va continuer à avancer. Comme Poutine, en fait. Bien, exactement. Pas pour rien. La même doctrine. Hein. C'est la même doctrine. C'est le rapport de force et je mets à genoux tous ceux qui ne veulent pas des intérêts que je défends. C'est pas ça le droit international. Concrètement, là, sur le Venezuela et le sort de Nicolas Maduro, la France insoumise demande sa libération et son retour au Venezuela. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Ils sont dans leur logique. En disant c'est un coup de force et donc il faut corriger ce coup de force par le retour de Maduro. Moi, vous savez, c'est compliqué de répondre à votre question parce que j'ai pas envie que Maduro revienne comme un grand victorieux et les Vénézuéliens, pas forcément non plus, non en tout cas, plus, pour une part non négligeable d'entre eux. Exactement. Donc, ils sont débarrassés, je reprends l'expression d'Emmanuel Macron, de Maduro. Donc moi, je souhaite une solution démocratique. Nous verrons comment la vice-présidente se débrouille. Est-ce qu'elle est dans la main ou pas de Donald Trump? Certains même ont prétendu qu'il y avait eu des accords secrets, que c'est elle qui avait peut-être... était aussi à la manœuvre de cette éviction de Maduro. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les services secrets, ni des États-Unis, ni de qui que ce soit. Donc, très, très honnêtement, si Maduro est écarté, la vraie question qui se pose maintenant, c'est la reconstruction démocratique dans ce pays du Venezuela, qui est quand même très riche sur le plan économique, chacun le sait bien. Et riche et pauvre. Alors, riche en potentiellement, ressources, mais avec pauvre, un pétrole qu'il n'extrait pas parce que c'est un pétrole pas très... Et une population qui est maltraitée sur le plan social et économique. Et l'autre grande question, c'est la place de l'ONU, la place de l'Europe. On a l'impression quand même que... et la place de l'OTAN, potentiellement, si on parle du Groenland, on a l'impression que Trump dégage complètement toutes les règles de droit international, l'état de droit qui devrait être sanctuarisé sur le plan international. Trump en est aujourd'hui un des principaux fragilisateurs. Oui, mais alors derrière le droit international, il y a quand même toujours la force. Alors, il y a certes le mandat de l'ONU, comme par exemple sur la Libye. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il faut un cadre international? Quand vous parlez de droit... je fais un peu l'avocat du diable, bien évidemment que certains vous donnent raison de ce que vous dites, etc. Mais le droit international, n'est pas toujours utilisé et ne change pas beaucoup le destin des uns et des autres. Mais avant même le droit international, vous avez le droit national. Ce qu'a fait Trump est contraire au droit national des États-Unis. Il a engagé des forces militaires et en grand nombre. Enfin, je pense que les jours à venir montreront que... Les cours américaines le diront, ça. Les cours... Et quand je regarde l'opinion américaine, qui est plus que réservée, il semble-t-il, vos confrères de BFM, pour ne pas les citer, ont sorti un sondage, les 2/3 des Américains sont très réservés sur la décision de Trump. Et quand vous lisez les journaux américains, et pas n'importe lesquels, New York Times, ils montrent quand même les failles... sur le plan des fondements juridiques qui sont constatés aujourd'hui dans l'intervention américaine. Donc c'est quand même, pour un État qui va fêter bientôt le tricentenaire, le tricentenaire de la déclaration d'indépendance, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, vous avez entendu le secrétaire d'État Marco Rubio le soir de l'arrestation de Nicolas Maduro dire
nous avons avec Donald Trump un président qui fait ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il le fait. Or, juste après l'arrestation de Nicolas Maduro, Donald Trump a dit « le Groenland, on va s'en occuper dans 2 mois ». Alors, première chose, est-ce que vous pensez qu'il va passer à l'acte? Et qu'est-ce que peut faire l'Union européenne si Donald Trump décide de prendre le contrôle du Groenland, qui est, rappelons-le, un territoire autonome du Danemark? Alors, territoire autonome du Danemark, avec un gouvernement danois dans la province du Groenland. Pays membre de l'OTAN. Membre de l'OTAN, avec aussi une base américaine active sur le Groenland. Ce qui serait extraordinaire, enfin une opération militaire de force. Le Danemark ne pourrait pas y résister. Enfin, je veux dire, chacun le comprend bien. Mais il serait extraordinaire que le Danemark mette en avant l'article 5 de la charte de l'OTAN pour demander la protection des membres de l'OTAN contre l'agression d'un autre membre de l'OTAN. Enfin, on marche sur la tête. Donc, Donald Trump, vraiment, a une position qui, pour moi, est celle de toutes les outrances. Mais si on ne l'arrête pas, il continuera. Groenland, Cuba, la Colombie, et en même temps, il gracie l'ancien président du Honduras, qui, lui, était coupable et condamné par la justice américaine pour narcotrafic. Avant de passer à la politique française, une dernière question sur l'international. Enfin, ça se passe à Paris, puisque la fameuse réunion à l'Élysée qui se tient aujourd'hui avec les alliés, la coalition des volontaires. La coalition des volontaires. Voilà, les États-Unis ont affirmé qu'ils soutiendront une future force multinationale européenne en cas d'attaque russe. Alors, on n'en est ni à l'un ni à l'autre. Est-ce qu'on est dans le monde là de la théorie? Et comment vous voyez cette réaction des Américains? Est-ce que est-ce que Donald Trump est en train de doucement lâcher Vladimir Poutine ou bien sûr c'est une illusion? Écoutez, puisqu'on est là au pays de la théorie. Si vous suivez Donald Trump, enfin si on arrive à le suivre, il est capable de dire tout et son contraire en 12 heures. Pas en 24 heures, en 12 heures. Donc je ne sais pas quoi penser des déclarations de Donald Trump. Il peut faire exactement le contraire de ce qu'il a dit. Et on l'a bien vu aussi sur les droits de douane, par exemple. Donc moi, je suis inquiet que la première puissance militaire économique du monde soit dirigée par un homme qui est fantasque. Alors je ne sais pas si ce caractère fantasque est lié à... Excusez-moi, mais une forme de sénilité, je pèse mes mots, ils ne sont peut-être pas très diplomatiques, ou si c'est lié finalement à une mascarade qui le sert bien en disant mais n'importe comment, je trouble toutes les cartes, comme ça je peux avancer. Par contre, sur la coalition des volontaires, moi je suis invité comme président de groupe jeudi soir à 17h donc à l'Élysée par le président Macron qui a souhaité, et j'en suis très heureux, expliquer au Parlement, voilà, où on se dirige pour sortir du conflit Ukraine-Russie. Avant d'évoquer le budget, en quelques mots, Patrick Caner. Pardon ? Si on a le temps. Oui, mais le Mercosur, c'est important, puisqu'il pourrait être signé dès la semaine prochaine. Ursula von der Leyen va se rendre pour ça au Paraguay. D'autant que l'Italie, qui semblait être proche de la France dans son opposition désormais, est plutôt favorable à la finalisation de l'accord. Que devrait faire la France si cet accord était effectivement adopté? Le dernier acte auquel j'ai participé, c'est une proposition de résolution européenne que nous avons votée à l'unanimité au Sénat et qui vise à saisir la Cour européenne de justice pour empêcher cet accord. C'est un acte symbolique, politique, mais c'est pour vous dire que la France ne peut en aucun cas cautionner un accord qui lui est très défavorable. La France n'est pas n'importe quel pays de l'Union européenne. C'est un pays fondateur, un des 5 pays fondateurs de l'Union européenne. C'est un pays qui nourrit l'Europe au travers de son agriculture. Et donc cet accord est très mauvais pour la France. Il est bon pour l'Allemagne. Voilà, Mme von der Leyen est allemande. Elle est bon pour l'Allemagne parce qu'ils vont pouvoir avoir des voies de sortie pour leur industrie, et notamment automobile, vers les pays d'Amérique du Sud. Moi, je pense que jusqu'au dernier moment, il faut s'opposer à cet accord. Et les images que vous passez en même temps sur les agriculteurs, moi, je leur tire le chapeau. Alors, pas pour les actes violents qui pourraient être commis, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et l'épisodie du NDC, aujourd'hui, vient mettre
voilà, une goutte sur un feu qui est embrasé. Alors, rapidement, les débats budgétaires reprennent. Est-ce que les socialistes sont désormais favorables à l'utilisation de l'article 49.3, dont ils ne voulaient pas précédemment, pour faire adopter ce texte, comme on peut, il faut bien le dire, abondamment le lire et l'entendre? Alors, je pense que il faut maintenant arrêter le débat budgétaire. Il reprend la semaine prochaine à l'Assemblée nationale à zéro. Il reprend à zéro. C'est-à-dire qu'on va étudier la partie 1, c'est-à-dire la partie recettes, et peut-être, s'il y a un vote des recettes, ce qui n'était pas le cas précédemment, la partie 2 sur les dépenses. Donc c'est 15 jours, 3 semaines de débat, 2500 amendements. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, moi, je suis engagé dans les élections municipales, je suis sénateur, ça m'intéresse naturellement, les élections locales, et je commence à faire des cérémonies de vœux. Et les maires me disent, mais Patrick, il faut arrêter ça, quoi. Il faut qu'on ait un budget maintenant, vite, qu'on sache où on met les pieds, est-ce qu'on peut investir dans nos communes demain. Et je pense que ces maires traduisent aussi le sentiment des citoyens. Alors, qui a la clé? C'est le personnage qui est sur votre visio, Monsieur Lecornu. En recourant au 49.3. S'il recourt au 49.3, ce qui est son privilège. Vous n'allez pas porter plainte si c'est constitutionnel. 49.3. Nous avons une arme en réponse, c'est la censure. Mais vous le ferez pas. Mais le 49.3, sur la base d'une ce qu'on appellerait une copie propre, c'est-à-dire intégrant une partie de tous les gains politiques que nous avons eus dans le débat budgétaire, tant à l'Assemblée nationale, beaucoup moins au Sénat, parce que la droite y est majoritaire. Moi, je pense que il faut regarder ça, il faut investiguer cette solution. C'est pas nous qui allons la demander, mais en responsabilité. C'est un peu ce qu'on entend quand même. Mais Monsieur Lecornu doit savoir jusqu'où il veut aller. Pour l'instant, la position officielle, et mon collègue Philippe Brun est actuellement à Bercy avec Madame de Montchalin et Roland Lescure pour voir les considérations de ce débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Eh bien, pour l'instant, vous avez encore des lignes rouges ou pas? Le gouvernement espère toujours sortir par le haut par un vote classique. Très honnêtement, je suis perplexe sur une sortie par un vote classique, parce que ça voudrait dire que tout le socle commun vote, y compris des hausses d'impôts. Et pour nous, la justice fiscale est une ligne rouge, pour répondre à votre question, et que les socialistes, les Verts, les communistes s'abstiennent, tous. Une équation arithmétique très compliquée. Donc, le 49.3 ne peut pas être écarté définitivement. Nous ne le demanderons pas. Oui, vous ne le demandez pas, mais enfin, vous l'espérez plus ou moins quand même, c'est ce qu'on comprend. Et sur un texte propre, comme vous dites, c'est pas très difficile en l'occurrence, mais sur un texte propre, vous pourriez avoir un accord de non-censure. Voilà. C'est ce que nous avons fait avec M. Bayrou en février dernier. Merci beaucoup. Merci. Toujours trop court. Merci Patrick Sauf Caner. le débat budgétaire. Merci Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci et merci à Camille Néran, à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci à vous deux.